Dans la construction, l'aménagement ou l'énergie, l'expertise juridique consiste bien souvent à mettre ceinture et bretelles. Elle doit parfois aussi enfiler une robe, celle des avocats. Mais ici, on vous propose en plus de chausser vos bottes de chantier pour découvrir la réalité des choix juridiques sur le terrain. Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au secteur de la construction, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le magazine Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui je suis avec Clément Nourisson et Benjamin Boiton, avocats associés. Bonjour à tous les deux. Salut Sophie. Bonjour Sophie. Dans cet épisode, nous allons évoquer le sujet de la défaillance des entreprises. Plus particulièrement, on va voir comment les maîtres d'ouvrage publics peuvent faire face aux difficultés de leurs co-contractants pendant l'exécution d'un marché. Ce qu'ils doivent faire et surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors si on a choisi ce sujet, c'est parce que le contexte est inquiétant en ce moment. Les risques de procédures collectives se sont accrus. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'ampleur du problème ? Oui, alors c'est pas que des risques, c'est la réalité. 2025, record historique, 70 000 procédures collectives ouvertes par les tribunaux de commerce en France. Ça regroupe tout le type de procédures, redressement, sauvegarde ou liquidation. C'est 3% de plus que l'année précédente. C'est en réalité du jamais vu. Les spécialistes annoncent plutôt un ralentissement de la hausse. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est toujours sur une tendance haussière, donc c'est pas très rassurant. Depuis le Covid, on sait qu'il y a une situation qui est assez catastrophique en France. On a un contexte global qui n'est pas des plus glorieux, mais voilà, le schéma, il est là. C'est assez compliqué. Alors dans le contexte qu'on vient de dépeindre, en quoi la situation des personnes publiques est particulière ? Alors, la situation des personnes publiques, elle est particulière parce qu'en réalité, on a deux droits qui s'affrontent, qui entrent en jeu et qui se parlent très mal, qui n'ont pas été créés pour se parler. D'abord, le droit des entreprises en difficulté, le droit des procédures collectives que toutes les sociétés, toutes les entreprises connaissent, et puis le droit public en lui-même qui, avec ses règles dérogatoires au droit commun, et notamment les questions de la propriété publique, de la domanialité publique qu'il convient de protéger, et puis la continuité du service public dont elles sont garantes, et donc forcément, lorsqu'elles ont des co-contractants en charge de ce service public, on a des règles qui vont avoir du mal à se parler, et on va voir qu'ils sont parfois difficiles à appliquer et à conjuguer. Une nuance peut-être que tu évoques, Clément, c'est justement un pan du droit qui permet de concilier ces deux mondes qui ne se parlent pas. C'est le droit européen des aides d'État. C'est celui où précisément les personnes publiques vont venir en aide aux entreprises en difficulté. Alors, ces deux mondes qui se parlent, mais par la force des choses, le droit de l'Union, c'est celui du libre jeu de la concurrence. Et l'intérêt général qui préside les collectivités et l'État en France, c'est celui du soutien public qui est nécessaire à la vie économique parce que derrière, il y a des questions de territoire, il y a des questions surtout d'emploi. Deux mondes qui ne se parlent pas, mais à travers le droit des aides d'État, on a un exemple qui a été délivré par la Commission européenne juste avant Noël, cadeau de Noël pour la société Corsair, c'est la compagnie aérienne qui dessert les Antilles. Le 23 décembre, la Commission, elle valide un grand plan d'aide, de soutien à la restructuration de cette compagnie aérienne, parce que depuis des années et des années, il y avait des difficultés. Mais derrière, il y a une réalité, c'est la desserte de territoire, c'est de l'emploi, c'est une activité économique qui est essentielle. Et donc, le droit de l'Union, grâce à des mécanismes de soutien encadrés, a permis de concilier ces deux mondes. Alors si je suis une personne publique et que j'apprends qu'un de mes co-contractants est en procédure collective, quelle est la première précaution à prendre ? La première chose à faire, c'est de déclarer sa créance. Ça, c'est vraiment un impératif et on ne peut pas le faire dans n'importe quel délai, c'est-à-dire qu'on a 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective pour pouvoir déclarer. Alors, la grande difficulté à laquelle vont faire face les personnes publiques et collectivités territoriales notamment, c'est la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Puisque c'est le comptable public qui gère les deniers publics et qui va être potentiellement le premier informé de cette situation. Et c'est à lui, et c'est bien à lui et rien qu'à lui, de faire cette déclaration de créance. Et donc là, on va avoir un dialogue qui doit s'opérer entre l'ordonnateur et le comptable. Et concrètement, ce dialogue ne se passe pas toujours très bien, il n'est pas toujours dans la fluidité et on a tendance à avoir parfois des informations qui se perdent dans la nature. L'ordonnateur, là-dessus, la collectivité, doit être véritablement proactive et tenir par la main son comptable public pour préserver ses délais. Et si on est dans une délégation de service public, là, on a encore une complexité supplémentaire. Il faut se préoccuper des biens de retour. Absolument, Est-ce que vous Sophie. pouvez déjà nous rappeler ce que c'est les biens de retour et ce qu'il faut faire ? Précisément, les biens de retour sont les biens nécessaires au fonctionnement du service public et qui sont constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public. Il faut faire une action en revendication
de ces biens de retour auprès de l'administrateur judiciaire, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure. Donc on revient sur ce délai. Alors c'est plus 2 mois, c'est 3 mois cette fois-ci, mais il faut bien faire cette action en revendication. Sinon quoi? Sinon le risque, c'est que l'administrateur judiciaire, le liquidateur judiciaire potentiellement, décide de générer de l'actif en vendant précisément l'actif, y compris les biens de retour, parce qu'il n'a pas connaissance du fait qu'il ne relève pas de la propriété de la personne publique. Donc, parallèlement à la déclaration de créance, il est primordial de s'occuper de ces biens de retour et de faire cette déclaration en revendication des biens de retour. Une fois que la personne publique a pris toutes ces précautions, logiquement, elle va se préoccuper du sort de son contrat. Est-ce qu'elle peut le résilier librement? Alors non, non, ce n'est pas possible. De nombreux contrats ont été rédigés et sont encore rédigés avec des clauses de résiliation dites de plein droit. L'air de dire, le jour où arrive l'ouverture d'une procédure collective, j'ai la faculté, moi, personne publique, de résilier de plein droit mon contrat. C'est faux, ça ne marche pas. Une telle clause est réputée non écrite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le droit des procédures collectives, justement, protège l'activité de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. Et donc, ce sont les administrateurs judiciaires et liquidateurs judiciaires qui vont, sous le regard du juge commissaire, décider de la poursuite ou non du contrat. Et ce n'est donc pas à la collectivité de décider si le contrat doit être ou non poursuivi. Nous avons eu le cas dernièrement d'un client public qui avait accordé une délégation de service public de transport à une entreprise qui a été placée sous sauvegarde. Il s'avère que l'entreprise de transport, cette délégation de service public, ce contrat représentait en fait 80% de son chiffre d'affaires. On voit qu'on peut avoir un intérêt commun entre la collectivité et l'administrateur, le mandataire judiciaire, de la continuité du contrat, et notamment pour la personne publique, de la continuité du service public. On voit bien que mettre un terme au contrat, quand bien même il y aurait une clause qui, de toute manière, serait réputée non écrite, n'est pas toujours l'intérêt de la collectivité. Et alors justement, est-ce qu'une personne publique peut accompagner son co-contractant dans l'optique d'assurer la continuité du service public et plus généralement aussi de préserver le tissu économique? Alors, oui, mais il y a quelques principes à avoir en tête et qui vont venir compliquer les choses. Le premier, c'est il y a un grand principe d'interdiction des libéralités des personnes publiques au profit de personnes privées et d'opérateurs économiques. Et puis, il va y avoir la problématique des aides d'État. Benjamin y reviendra dessus. Et enfin, la question de la compétence des collectivités à verser des aides économiques. Et ça peut conduire parfois, pour éviter ces risques ou les prendre de biais, à une logique de conclusion d'un protocole transactionnel avec potentiellement un abandon de créance, puisque évidemment l'entreprise est en difficulté, donc il s'agit de l'aider, et puis évidemment sous réserve de concessions réciproques entre les deux acteurs, faute de quoi le protocole transactionnel naturellement serait irrégulier. C'est ce qu'on a fait pour un très gros client public dernièrement, dont justement le délégataire de service public était placé sous sauvegarde, et ce client n'était pas compétent pour verser des aides économiques. Pour autant, il était primordial d'aider l'entreprise, de faire une partie d'abandon de créance, d'échelonner la créance dans le temps. Et donc, dans ce but, on a conclu un protocole transactionnel. Le service public a pu continuer, le contrat a pu continuer d'être exécuté et les parties se sont parlé. Benjamin, je me tourne vers vous. Dans quelle mesure une personne publique peut soutenir financièrement une entreprise en difficulté? Autrement dit, jusqu'où peut aller l'interventionnisme économique? Belle question, merci de me la poser. Vaste sujet. D'abord, peut-être rappeler aux auditeurs qu'il y a une divergence d'objectifs très claire entre le droit de l'Union, d'une part, et le droit national. Pour la Commission, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le seul libre jeu de la concurrence doit réguler le marché. Et la disparition d'entreprises qui ne sont pas performantes sur un marché, pas économiquement viables, constitue un événement naturel du fonctionnement du marché. Elles doivent disparaître. C'est dur, mais c'est la réalité. Pour les États, en revanche, on est plutôt en présence d'objectifs beaucoup plus diversifiés. On pense aux motivations sociales, protection de l'emploi, des motivations qui sont d'ordre stratégique, développement économique d'un territoire par exemple, qui sont des objectifs qui peuvent être déterminants. Et les soutiens financiers publics jouent alors un rôle de protection du tissu économique. On n'est pas seulement dans l'interdiction au nom d'un impératif d'ordre économique, mais on est plutôt sur l'État protecteur. Dans ce cadre-là, on a un encadrement du droit de l'Union qui s'impose, et ce sont notamment les lignes directrices de 2014, qui énoncent les conditions dans lesquelles les États vont pouvoir intervenir pour aider, sauver certaines entreprises. Alors, étant donné que ces aides au sauvetage et à la restructuration comptent parmi les types d'aides qui faussent le plus la concurrence, ces lignes directrices, elles ont pour objet de veiller à ce que le financement public soit orienté là où il y en a vraiment besoin,
et que ceux qui ont investi dans des entreprises défaillantes assument leur juste part des coûts de restructuration plutôt que de se défausser sur les contribuables. Je pourrais vous donner une liste de toutes les aides, même si elle ne sera pas forcément exhaustive, qu'on peut verser pour accompagner les entreprises en difficulté, mais il ne faut pas oublier toutes les mesures qui ne sont pas en soi des aides, c'est-à-dire des soutiens financiers, ou quelque forme qu'ils soient, qui n'apportent pas d'avantage à une entreprise. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'aide. On pense notamment aux mesures générales qui n'ont pas d'avantage sélectif, ce n'est pas sectoriel. Les régimes généraux de sécurité sociale, dans le cadre desquels certaines indemnités de licenciement, des retraites anticipées sont payées directement au personnel licencié, ne sont pas des aides d'État. Donc, elles ne font pas l'objet d'un encadrement particulier, à ce titre, pas le droit de l'Union. Et puis on pense, et certains auditeurs vont tout de suite y penser, au fameux interventionnisme en qualité d'opérateur avisé en économie de marché, c'est-à-dire faire comme si l'intervention publique était faite par un investisseur privé dans des conditions normales. Il y aura un avantage lorsqu'un investisseur public met en place des apports en capitaux qui font abstraction de toute rentabilité à long terme. Donc il ne se comporte pas comme un investisseur avisé en économie de marché. Il y a également avantage lorsque l'État compense des pertes sans exiger un réel plan de redressement viable à long terme. C'était des vieilles affaires, mais qui ont fait la jurisprudence de l'Union, les affaires Alfa Romeo de 91, que les juristes connaissent très bien. Vous avez évoqué les aides d'État, quelle forme elles peuvent prendre et quelles sont les contraintes juridiques qu'il faut respecter? Alors voilà, on y vient. C'est une question très concrète sur ce qu'on peut faire pour accompagner les entreprises en difficulté. D'abord, rappeler que certains secteurs échappent aux aides qui peuvent être versées aux entreprises en difficulté. C'est certains secteurs sensibles, on pense à la sidérurgie, l'agriculture, le fret ou encore les établissements financiers. Pour les autres secteurs, on a d'abord des aides au sauvetage qui peuvent prendre la forme de garantie de crédit ou de crédit. Ça, ce sont des soutiens temporaires, très courts, 6 mois maximum. C'est des entreprises qui sont confrontées à une grave détérioration de leur situation financière. On passe ensuite à la mesure qui vise à rechercher une restructuration de long terme, donc les aides à la restructuration, par de l'injection de capital, par des subventions, par des annulations de dettes. C'est le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la situation de Corsair, avec une annulation d'un prêt qui avait été accordé il y a plusieurs années. Là, on vise vraiment à restaurer la viabilité de l'entreprise sur le long terme. On a une réorganisation de l'entreprise, on recherche une restructuration industrielle qui s'accompagne par une restructuration financière. Et pour être compatible, il faut nécessairement l'adoption d'un plan de restructuration réaliste, concret, cohérent, de grande envergure. On doit être dans le crédible et la Commission attache une importance capitale. Un mot enfin sur l'actualité de ces lignes directrices. Elles datent de 2014, plus de 10 ans. Elles ont pris fin le 31 décembre dernier, le 31 décembre 2025. Et afin de maintenir à jour ces lignes directrices, la Commission a lancé l'année dernière, en fin d'année dernière, un processus de révision. Il est envisagé d'élargir le champ d'application de ces lignes directrices pour intégrer dans son périmètre le secteur de la sidérurgie. On va probablement voir une nouvelle définition de la notion d'entreprise en difficulté au sens du droit des aides, et puis il y aura des ajustements techniques pour tenir compte de la réalité. On a eu un appel à contribution qui a expiré fin novembre 2025, donc on peut espérer des nouvelles lignes directrices courant 2026, fin 2026, début 2027. À suivre donc. Clément, vous vouliez ajouter un mot sur le sujet? Oui, volontiers. Merci Sophie. J'aimerais ajouter un petit mot concernant toute aide qu'on pourrait avoir, tout mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour le compte d'un de ses co-contractants quand on est une collectivité. Il faudra bien prendre garde à ne pas conduire à une modification qui serait trop substantielle du contrat et donc qui, en fait, lorsqu'on est dans une concession notamment, viendrait à supprimer ou à minimiser trop significativement le risque d'exploitation supporté par le concessionnaire. Ça entraînerait quoi? Une requalification potentielle du contrat, donc plus en concession mais en marché, avec un risque juridique sur l'ensemble contractuel. On voit que, au-delà même des problématiques d'aide d'État, on voit qu'un certain nombre de problématiques apparaissent lorsqu'on souhaite aider un co-contractant, lorsqu'on est une administration publique. Vous nous avez déjà donné pas mal de recommandations utiles. Quel serait le meilleur conseil à donner à une collectivité qui se retrouverait dans cette situation? Moi, je dirais 2 choses. La première, c'est véritablement d'être réactif immédiatement quand on a cette connaissance-là. On l'a vu, il y a des problèmes de délai de forclusion et lorsqu'on est forclos, c'est trop tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est probablement de se faire assister par un avocat qui connaît le droit des procédures collectives et aussi le droit public. Ça aidera dans ce cas-là. Benjamin, le mot de la fin? Anticiper.
C'est n'avez parfait. pas le choix parce que c'est trop compliqué. Si vous attendez, ça rejoint ce que disait Clément, si vous attendez, c'est trop tard. Donc il faut réagir vite et dans la mesure du possible, il faut savoir anticiper les choses. Merci à tous les deux pour ces échanges. Merci pour cette vision constructive du sujet. C'était important de montrer qu'en cas de difficulté, l'entreprise et la collectivité n'ont pas forcément des intérêts divergents. Il n'y a pas forcément d'opposition frontale. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.